Alors, le rôle, la place des femmes, leur rôle est extrêmement codifié à cette époque-là, et c'est vrai aussi donc du rôle qu'on reconnaît aux mères dans l'éducation des filles. En somme, elles doivent transmettre la domination, comme dirait Bourdieu. Elles doivent transmettre la soumission, leur inculquer des qualités d'épouse, de mère, de maîtresse de maison, de ménagère, de cuisinière. C'est exactement ça, c'est-à-dire que leur marge de manœuvre est quand même très étroite et peu de femmes ont véritablement réussi à s'affranchir de ce modèle à transmettre. La société pèse énormément sur elles pour qu'elles fassent ce devoir, et on voit qu'une de leurs premières missions, c'est justement de polir le caractère de leurs filles. J'ai appelé ça fille de caractère, caractère de fille, c'est-à-dire qu'on va leur inculquer ces fameuses qualités, entre guillemets, qui sont la nature des femmes. Je dis bien que c'est entre guillemets. Donc oui. Voilà, une femme doit être, une fille d'abord doit être douce, modeste, effacée, doit s'épanouir dans l'abnégation, dans le dévouement. Bon, c'est tout l'héritage aussi de Rousseau, de l'Émile de Rousseau, qui est paru en 1762, de la petite Sophie, qui doit non pas s'épanouir pour elle-même, mais s'épanouir d'abord pour Émile, qui va être son futur compagnon, qu'elle doit épouser, et après, qui doit s'épanouir dans sa fonction maternelle. Sa fonction de femme, ça, oui. C'est autre chose. Alors de ce point de vue-là, au niveau de l'éducation, j'entends, Diderot se situe dans une position très différente. Oui, alors évidemment, Diderot est un contre-exemple, et c'est un magnifique contre-exemple. Alors, il faut rappeler quand même que Diderot a perdu très tôt un fils, et qu'il a eu après une fille qui s'appelle Angélique, et qu'il a aimé vraiment profondément. Et il a voulu pour sa fille une éducation, la même sans doute qu'il aurait voulu pour son garçon. Et il est allé très loin. Alors il était très ennuyé que justement la société en fait trouve normal que ce soit la mère qui s'occupe de la fille. Et ça l'embarrassait beaucoup parce que lui-même aurait bien voulu s'occuper beaucoup, surtout de l'éducation intellectuelle de sa fille, mais pas seulement. Et c'est en ça qu'il est vraiment, que c'est vraiment un esprit avancé et progressiste pour le XVIIIe et encore plus pour le XIXe siècle, c'est qu'il a voulu même s'occuper de l'éducation sexuelle de sa fille. Quand Angélique est devenue pubère, à 15 ans, il a entamé, dit-il dans une lettre à Sophie Voland, sa maîtresse, il a entamé l'éducation sexuelle de sa fille par cette question: ma fille, savez-vous la différence des sexes ? Oui, mais oui. Alors justement, c'est important, ça. C'est d'une certaine façon le rôle aussi qu'on reconnaît au père. C'est justement et on demande aussi aux mères d'apprendre aux jeunes femmes ce qu'est la différence sexuelle. Oui, alors là vraiment, j'insiste sur le fait que Diderot est vraiment un contre-exemple. Il n'y a pas beaucoup de pères qui se risqueraient dans ce domaine. Pour le modèle catholique français, j'allais dire méditerranéen, qui est un petit peu le même en Espagne ou en Italie, qui est un modèle très catholique. Autrement, le problème, c'est qu'il y a toute une culture de l'inhibition et des artifices qui pèsent sur tout ce qui touche le corps féminin. C'est un héritage aussi de la tradition judéo-chrétienne. Le corps est sale, est une souillure, le sang également. Donc, une mère ne prévient pas, par exemple, sa fille de ses règles. Donc, la jeune fille devient pubère sans avoir été préalablement préparée. Une mère ne prépare pas non plus sa fille à ce qui va lui arriver le soir de la nuit de noces, et Balzac, on a déjà cité, parle de viol légal, pour ce qui est quand même une épreuve que cette nuit de noces, donc avec évidemment les répercussions que ça peut avoir sur la sexualité conjugale et sur justement et sur aussi le rapport aux enfants, et aux filles en particulier. Mais il y a eu une évolution quand même au cours du 19e siècle, et il y a eu un moment, beaucoup parce qu'on craignait la propagation des maladies sexuellement transmissibles, et la syphilis en premier lieu. Gros problème à l'époque. Les médecins se sont beaucoup inquiétés de ce que les filles n'étaient pas du tout préparées, n'avaient aucune éducation sexuelle, parce qu'on avait peur en particulier qu'elles se fassent séduire et qu'elles propagent comme ça la syphilis. C'est ce que vous appelez le silence des mères. Voilà, sur cette question. Et il y a eu, les médecins ont commencé à demander aux mères de faire un petit peu d'éducation sexuelle à leurs filles, et ce qui a
d'intéressant, c'est que les mères n'ont pas réussi à le faire. Les interdits sur elles en ont tellement souffert, elles les ont tellement intégrés qu'elles n'arrivaient pas à s'en défaire, hein. Et même les féministes l'ont noté, et pour s'en plaindre d'ailleurs, mais les mères n'ont pas réussi à s'extirper elles-mêmes de cet héritage d'inhibition, d'interdits, de tabous, pour aider leurs propres filles à avoir une approche plus libre et plus épanouissante de la sexualité. Alors voilà les conséquences de cette monarchie paternelle dont on parlait au début, hein, les conséquences en négatif sur la vie des femmes notamment. Oui, celle-là est quand même essentielle, et ça va quand même durer jusqu'après, au moins jusque dans l'entre-deux-guerres, et j'allais dire même après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de femmes, justement, parmi les féministes des années 70, beaucoup, en fait, ont réagi à ce type d'éducation. Les féministes des années 70... C'était la première libération à accomplir, finalement. Oui, elles sont collectivement, parce que bien sûr il y a toujours eu des pionnières, mais collectivement se sont beaucoup mobilisées contre ce modèle d'éducation maternelle qui remonte en fait au XIXe siècle. Et donc, Gabrielle Oubre, beaucoup aussi contre leur propre mère. Bien sûr. Comme c'est le cas. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne les aimait pas. Oui. Ici, donc, de ce texte fameux de Simone de Beauvoir, extrait d'une mort très douce. Notre relation ancienne survivait donc en moi sous sa double figure. Une dépendance chérie et détestée. Elle a ressuscité dans toute sa force quand l'accident de maman, sa maladie, sa faim, eurent cassé la routine qui réglait à présent nos rapports. Derrière ceux qui quittent ce monde, le temps s'anéantit. Et plus j'avance en âge, plus mon passé se contracte. La petite maman chérie de mes 10 ans ne se distingue pas de la femme hostile qui opprima mon adolescence. Je les ai pleurées toutes les deux, en pleurant ma vieille mère. La tristesse de notre échec, dont je croyais avoir pris mon parti, m'est revenue au cœur. Je regarde nos 2 photographies, qui datent de la même époque. J'ai 18 ans. Elle approche de la quarantaine. Je pourrais presque aujourd'hui être sa mère et la grand-mère de cette jeune fille aux yeux tristes. Elles me font pitié. Moi, parce que je suis si jeune et que je ne comprends pas. Elle, parce que son avenir est fermé et qu'elle n'a jamais rien compris. Mais je ne saurais pas leur donner de conseils. Il n'était pas en mon pouvoir d'effacer les malheurs d'enfance qui condamnaient maman à me rendre malheureuse et à en souffrir en retour. Car si elle a empoisonné plusieurs années de ma vie, sans l'avoir concertée, je le lui ai bien rendu. Voilà un extrait de Une mort très douce de Simone de Beauvoir, un livre de 1964. Gabrielle Oubre. Oui, on ne peut pas ne pas rappeler Le deuxième sexe en 1949 de Simone de Beauvoir, qui est évidemment un texte essentiel, où elle a abordé le problème de la maternité d'une façon qui a d'ailleurs été beaucoup critiquée, et aussi d'ailleurs par les féministes, parce qu'elle avait un rejet de la maternité assez important. Mais c'est surtout effectivement avec ce texte qui est le récit de ses relations avec sa mère, Une mort très douce, publié en 1964, qu'elle s'est vraiment intéressée au rapport de la transmission entre la mère et la fille. Et elle a ouvert la voie, à bien des égards, aux femmes des années, de la fin des années 60 et des années 70, qui se sont complètement emparées par la suite de ce thème. Alors c'est très important évidemment, mais pour en rester à ce texte, il y a une référence intéressante donc à la grand-mère, à cette espèce de filiation de mère. Ça me fait penser à ce très beau roman de D.H. Lawrence, l'auteur de Femmes amoureuses et de l'amant de Lady Chatterley. Cet ouvrage s'appelle Arc-en-ciel, et donc c'est un assez gros roman qui raconte les liens justement et comment dire la situation des femmes sur
sur 3 générations. Mais la filiation étant entendue ici, la généalogie comme exclusivement féminine. Et alors il y a cette relation forte aussi de génération en génération entre les grands-mères, les mères, les filles. Oui, au XIXe siècle, on a valorisé la figure de la grand-mère dans la mesure aussi où elle pouvait supplanter la figure de la belle-mère, qui posait beaucoup de problèmes aux maris en particulier, qui aimerait qu'une fois marié, il puisse disposer un petit peu de son épouse et de ses enfants comme il le souhaitait. Or, justement, la mère ayant eu à charge l'éducation de sa fille avait parfois un petit peu de mal à lâcher cette éducation une fois que le mariage était intervenu. Et les vaudevillistes, à la Belle Époque, à la fin du XIXe siècle, se sont fait joie de mettre en scène les différents. C'est devenu dans le théâtre de la Belle Époque effectivement un lieu commun que ces différences sans arrêt entre le mari et sa belle-mère. Et donc, en revanche, quand le premier enfant naît, et en particulier quand c'est une fille, la mère pousse sa propre mère à devenir grand-mère, et on dit d'ailleurs de la grand-mère qu'elle est doublement mère. Et donc, on a un nouveau modèle féminin, tout aussi aliénant d'ailleurs que le modèle maternel précédent, où maintenant la grand-mère ne doit toujours pas s'occuper d'elle, mais doit s'occuper maintenant de sa fille et de sa petite-fille. Et d'ailleurs, beaucoup le font avec beaucoup de plaisir. Et il y a de très belles relations entre les grands-mères et les petites-filles au XIXe siècle. Comment vous définiriez, Gabrielle Houbre, la nature particulière de ces relations? On a essayé de les décliner, de les décrire comme ça, pour ce qui concerne le XIXe siècle, en tout cas jusqu'à présent. Mais quelle est la nature propre? Parce que c'est une relation très très particulière, hein, un peu fusionnelle, comme vous le disiez. C'est difficile de les définir précisément parce que d'une part, donc vous avez ce modèle normatif très pesant. Et d'autre part, vous avez toute une gamme d'émotions qui, évidemment, s'expriment aussi en fonction des personnalités des individus, etc. Donc la relation, elle se cherche toujours entre amour et frustration, entre identification et rivalité, entre confiance et rébellion. Voilà, sont souvent des histoires qui se cherchent entre amour et haine dans certains cas. On ne peut pas, et c'est ce qui a de beau aussi, on ne peut pas comme ça les saisir en une phrase. Cela dit, ce que vous venez de dire, finalement, ça ressemble quand même beaucoup à la nature des relations entre pères et fils. Il y a aussi de l'amour et de la rivalité. Oui, avec quand même pas mal de différences. D'abord que le modèle masculin est quand même valorisé, ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Donc elles vivent leurs relations aussi dans un mode, j'allais dire, mineur par rapport aux garçons et aux hommes. D'autre part, il y a beaucoup moins de proximité entre les pères et les fils, en règle générale, puisqu'ils sont quand même, le garçon va au collège à partir de 10-12 ans, enfin, évidemment pour les sphères les plus élevées de la société, mais en règle générale, le père et le fils passent moins de temps ensemble, ne sont pas confinés comme le sont les mères et les filles ensemble. Donc il y a beaucoup plus d'espace de liberté pour un garçon et dans une relation père-fils qu'il n'y a dans une relation mère-fille au XIXe siècle. Voilà, là vous parlez du XIXe siècle, Gabrielle Houbre, et rapidement, comment voyez-vous cette évolution? On a l'impression que les femmes se sont retrouvées sur des terrains davantage d'affinité entre elles dans cette relation de génération. Oui, alors aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui. C'est évident que les choses ont beaucoup changé. D'abord parce que quand même, c'est moins une catastrophe maintenant quand on est fille que quand on est garçon. Et même, j'aurais même tendance à dire que les filles ont plus la cote que les garçons maintenant quand il s'agit d'avoir un premier enfant, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel. Ça, c'est une première chose. D'autre part, maintenant, il me semble que, alors évidemment, il faut nuancer tout ça. Il me semble quand même que la répartition des rôles a beaucoup changé, a été aussi rééquilibrée considérablement aujourd'hui. Merci Gabrielle Houbre, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, bien sûr. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence, maîtresse de conférence donc à l'Université Paris 7, membre de l'Institut universitaire de France, et l'auteur de Histoire des mères et filles, publié aux éditions La Martinière.